passer maintenant à la deuxième présentation de ce deuxième bloc, fait par Suzanne Draija de l'Université du Québec à Rimouski, avec Christian Fraser, Pascal Bernatchez, Guillaume Marie, tous de l'Université du Québec à Rimouski. Suzanne, la parole est à toi. Merci beaucoup, Thomas. Donc, je vais vous parler de notre projet qui a visé, entre autres, à développer des outils pour la gestion de l'érosion côtière pour les MRC, les communautés autochtones et les municipalités du Québec maritime. Donc, c'est une partie du projet Résilience côtière. C'est un projet qui a été financé via le Fonds vert du ministère de l'Environnement du Québec. Donc, on s'intéresse, nous, à la problématique de l'érosion côtière. Donc, là, on quitte un petit peu le monde des inondations, mais il y a quand même des similitudes qui vont rester. Donc, problématique de l'érosion côtière, vous avez certainement tous vu des images. Donc, les problématiques pour les municipalités, les MRC, les Premières Nations, ça concerne beaucoup les résidences, comme on peut voir en haut à gauche, ou les routes. On voit à droite, c'est la ligne centrale de la route 132. Donc, il manque la moitié de la route. Donc, c'est des problématiques dont on a entendu beaucoup parler au cours des dernières décennies. Donc, 2005, 2010, 2016, 2018, il y a eu beaucoup de tempêtes, ouragans aux îles. Donc, c'est quelque chose qu'on entend parler de plus en plus, mais c'est pas quelque chose qui est nouveau, là. Il y a toujours eu des problématiques d'érosion, des problématiques de tempête. Là, c'est une photo de 49, puis il y a déjà manqué un morceau de la route. Donc, c'est des problématiques qui sont là depuis longtemps, mais là, ça devient de plus en plus pressant et les municipalités ont besoin de les gérer. C'est elles les premières sur le terrain à devoir faire face à ces problématiques-là. Donc, le projet Résilience côtière, il a commencé en 2017 et dès son début, il s'est agi d'aller voir c'était quoi les besoins des gens sur le terrain. Donc, pour savoir c'était quoi leurs besoins, on a été les rencontrer. Ils ont été rencontrés dans chaque MRC, donc MRC, communauté, municipalité, en journée. Donc, les gestionnaires, il y avait aussi des gens des ministères, en soirée pour ce qui est des élus, parce que dans l'Est du Québec, les élus sont souvent à temps partiel. Donc, pour les rencontrer, faut les rencontrer de soir. Ils ont une autre job de jour. Donc, ça nous a permis d'avoir un très bon portrait des besoins. On parle de plus de 400 personnes qui ont été rencontrées et on a aussi rencontré les citoyens, là, mais là, je m'attarde vraiment à ce que les gestionnaires ont identifié. Donc, le premier besoin qui a été identifié, c'est communication, sensibilisation et information. J'en parlerai pas aujourd'hui. Il y a eu une embauche d'une personne spécifiquement sur ce besoin pour répondre à ce besoin-là. Moi, je m'attarde vraiment plus à la suite. Donc, il y a eu, ça a été identifié, on a besoin de connaissances, on a besoin d'accès aux données. Ça, c'était le deuxième besoin. Il voulait aussi de la réglementation, de l'arrimage, de la concertation, du financement et de l'accompagnement. Donc, l'accompagnement aussi, en tant qu'université, on a pu jouer là-dessus. C'est sûr qu'il y a d'autres éléments qu'on n'a pas de prise, comme le financement, par exemple, mais on a pu sortir qu'est-ce qui était demandé. Donc, pour répondre à leurs besoins, comment faire? Donc, là, je vous présente rapidement ce sur quoi je vais m'attarder aujourd'hui. Donc, connaître le territoire, que ce soit le territoire physique, biologique ou humain, c'est un besoin de connaissance qui a été vraiment mentionné souvent. Connaître qu'est-ce qui peut être affecté par l'érosion. Donc, quoi, quand, comment. Connaître et comparer les niveaux de vulnérabilité. Et vraiment, pour que on produise, oui, c'est des connaissances, mais là, comment faire pour que c'est plus utile? On le sait en tant que chercheur, on fait des rapports, des synthèses, des présentations scientifiques, des articles, mais pour que ça soit utile pour nos gestionnaires dans les municipalités, c'est pas forcément le plus facile pour eux pour utiliser les outils qu'on produit. Donc, on a fait de l'accompagnement personnalisé, des ateliers spécifiquement pour les partenaires locaux, des portraits diagnostiques pour eux et aussi la diffusion via une plateforme web, le CIGEC Web. Donc, je vais finir par ça. C'est une manière de leur transférer les données pour qu'ils puissent s'en servir. Donc, ce que nous voulions, c'est des données qui sont utiles pour la recherche, parce qu'on est une chaire de recherche, on est un laboratoire. Donc, des données pour la recherche, il faut que ça soit précis localement. Il faut qu'on ait vraiment des données très précises si on veut pouvoir faire nos analyses scientifiques. Mais pour l'adaptation, ben, chaque municipalité a besoin de s'adapter. Donc, tout le monde localement a besoin de données. Donc, des données localement. Donc, ce que ça fait, c'est si on veut, bon, ben, des projets de recherche, souvent, c'est des secteurs précis. De l'adaptation, ben, finalement, nous, notre territoire, c'est tout le monde. Donc, ce que ça a donné, c'est que dans le projet Résilience côtière, on a produit des données partout, pour tout le territoire,
avec une très grande précision. Ça prend du temps, mais on est comme ça, on est certain qu'on a vraiment toute l'information nécessaire à la fois pour la recherche et pour nos partenaires locaux. Donc là, je vous parle de notre territoire. Le territoire du projet Résilience, c'est 24 MRC en partant de Québec vers l'est. Il y en a 7 dans le coin de Québec et Lévis qui se sont ajoutés en cours de projet, ayant vu qu'est-ce qui se tramait un peu plus à l'est. Et ils ont levé la main et le ministère a rajouté un financement pour rajouter ce territoire-là. Ça fait un total de 123 municipalités, 10 communautés autochtones et à peu près 4200 km de côte. Comme vous pouvez le voir, les seuls secteurs qu'on n'a pas pu faire, c'est les secteurs inhabités d'Anticosti. On a dû se concentrer dans le village de Portmonier, puis pareil sur la Basse-Côte-Nord, on s'est limité aux villages les plus peuplés parce qu'on ne pouvait pas faire l'intégralité de ces énormes territoires. Mais sinon, pour le reste, on a couvert l'ensemble des côtes. Donc, le projet Résilience côtière, c'est un immense projet. Puis là, je ne présente pas des résultats que j'ai personnellement réalisés. Moi, j'étais coordinatrice du projet avec Christian Fraser, qui est en haut à droite sur la photo. C'est un projet qui était sous la direction de Pascal Bernatchez et de Guillaume Marie. Donc, c'est 62 personnes qui ont travaillé entre 2017 et 2021. Donc, je présente au nom de toutes ces personnes-là, puis de toutes les personnes qui ont contribué à ce projet-là. C'est un projet qu'on avait divisé en 12 chantiers. Je ne pourrais pas vous les présenter tous aujourd'hui. Je vais vous présenter quelques-uns des projets. Je vais aussi notamment omettre tout ce qui concerne beaucoup les écosystèmes, les modélisations, puis plus physique, parce que c'est moins ce que les municipalités ont vraiment insisté, là. On sait qu'on a besoin de ça pour finir par leur fournir des outils, mais pour le moment, je vais me concentrer sur 3 outils principaux. Donc, une base, comme je disais, ça nous prend des connaissances sur les côtes pour pouvoir les gérer. Il faut connaître notre territoire. Ça semble une base, mais c'est pas toutes les municipalités qui peuvent se permettre d'acquérir ces données. Tantôt, on parlait à la municipalité de Québec. C'est sûr que Québec, c'est beaucoup plus gros. Dans l'Est, au Québec maritime, on a souvent des petites municipalités qui ont peu d'employés. Certaines municipalités ont un employé à temps partiel, certaines un peu plus grosses, là, mais on a des petites municipalités, donc c'est plus difficile pour elles d'acquérir ces données-là. Il faudrait qu'elles fassent affaire à l'externe. C'est plus complexe. Donc, les cartographies de base, donc là, j'ai une diapositive pour des dizaines de personnes pour plusieurs années de travail, mais c'est des données qu'on a acquises pour l'ensemble du territoire. Donc, les types de côtes, incluant aussi, évidemment, s'il y a de l'artificialité sur la côte, l'état des côtes, est-ce qu'elles sont en érosion ou non. Donc, ça, c'est une cartographie linéaire qui a été réalisée, donc à une échelle très précise, au 1/600, avec des photos aériennes et avec des photos obliques prises par hélicoptère. On a aussi fait une cartographie des écosystèmes côtiers. Ça a été réalisé en partenariat avec le ministère Pêche et Océan Canada, qui avait aussi besoin de réaliser ça. Donc, c'est aussi la côte, la zone intertidale jusqu'à 500 mètres de la ligne de rivage. Des polygones, c'est quoi l'écosystème, c'est quoi la végétation qui est là, c'est quoi le substrat graveleux, sableux. Donc, ça nous permet d'avoir une cartographie. En cours de projet, il y a eu les PRMHH qui sont apparus. C'est des données qu'il y a beaucoup de monde qui finalement utilise pour ça. Ça n'existait pas au début, c'est pas pour ça que ça a été créé, mais finalement, ça répond beaucoup à ce besoin-là de différentes MRC. On a aussi fait une cartographie des usages et des sites d'intérêt côtier. Soit lors des ateliers, des rencontres, on faisait la cartographie interactive avec les gestionnaires et les citoyens, soit en combinant des bases de données et en les classifiant. Donc, c'est à peu près 30 000 points qui localisent qu'est-ce qui peut se passer sur la côte, parce qu'évidemment, on gère une côte physique, on gère une côte d'un point de vue biologique, mais on gère aussi une côte humaine avec beaucoup d'activités qui peuvent se produire et tout ce qu'on a fait sur la côte va avoir des impacts sur nos usages. Et dans l'adaptation, c'est important de prendre ça en compte. Donc, ces cartographies-là, c'est comme un outil, c'est une donnée de base qui sert vraiment comme outil pour la meilleure connaissance des zones côtières. Un des outils qui nous avait été beaucoup demandé, on avait fait un projet pilote en 2014 financé par le ministère de la Sécurité publique, c'était de calculer l'exposition à l'érosion, c'est-à-dire quand est-ce que mon bâtiment, quand est-ce que ma route, quand est-ce que mon chemin de fer vont se faire toucher par l'érosion? Est-ce qu'ils vont se faire toucher? Si oui, c'est-tu maintenant ou c'est dans 25 ans? Dans 50 ans, dans 100 ans, ou non, l'érosion se rendra probablement jamais à ce bâtiment-là. Ça, c'est important parce que ça permet de dresser un portrait des enjeux.
Ça permet de savoir si on veut faire une vulnérabilité par la suite en regardant quel bâtiment. Il faut savoir, vont-ils être touchés ou pas. Ils vont bien beau être à 50 mètres du bord. Si l'érosion se rend jamais, on n'en aura pas de problème. Donc, ça permet de prioriser aussi, de faire des différentes échéances, voir où intervenir tout de suite, à moyen terme ou à long terme. Donc, c'est quelque chose qui est très utile. L'équation qu'on utilise, ça nécessite beaucoup de données. C'est une petite équation que j'ai mise de manière synthétique, facile à l'écran. Elle nécessite énormément de données en amont. C'est pour ça qu'on peut s'appuyer sur toutes les données acquises et produites par le laboratoire et la chaire de recherche au cours des 20 dernières années. Ça nous a permis de pouvoir calculer ça pour le Québec maritime. Donc, pour avoir une date, on prend la distance entre la côte et l'infrastructure, une distance le plus précise possible. Donc, on a tracé la ligne de rivage très précise. Donc, nous avons l'information. Pour les bâtiments, les routes et les voies ferrées, il y a dû avoir énormément de travail de bras. On n'avait pas la base de données Oracle 2 dont on nous a parlé hier avec les polygones de bâtiments. Donc, nous autres, nous avons utilisé le rôle d'évaluation foncière. C'est des points. Il y a de l'information très précise sur le type d'usage. Donc, c'est pratique. On sait si c'est un commerce ou une résidence, mais le point est mal placé. Il est au centre du terrain. Nous, on a déplacé manuellement les points pour qu'ils soient placés côté mer du bâtiment pour avoir une distance réaliste. Pour les routes et les chemins de fer, les lignes sont relativement précises, mais il fallait quand même les déplacer côté mer de l'asphalte, côté mer sur le rail côté mer, par exemple, pour avoir vraiment une information qui est précise quand on parle de taux d'érosion. Si on a 5-6 mètres d'erreur, ça peut vraiment causer la problématique. On ne veut pas avoir une estimation à grandeur du Québec. On veut que ce soit une donnée qui soit précise pour que le gestionnaire de la municipalité puisse savoir si oui ou non l'érosion va se rendre. La distance entre la côte puis le bâtiment, on lui soustrait le recul événementiel, qui est un recul maximum qu'on a mesuré dans ce type d'environnement physique, dans cette région-là. Donc, c'est des données qui se basent sur les suivis de l'érosion côtière du laboratoire, sur des données de tempête ou sur d'autres projets qu'on a pu mener au cours des années. Donc, si on sait que ça peut reculer de 12 mètres en une seule tempête, parce qu'on l'a mesuré de nombreuses fois, si vous êtes situé à moins de 12 mètres, vous êtes exposé de manière imminente. Potentiellement, une seule tempête va pouvoir venir frapper votre bâtiment. Donc, ça se peut que ça ne survienne pas demain, mais la journée où elle va survenir, elle pourrait vous affecter. Donc, c'est important de le savoir. C'est important en manière de gestion d'urgence, de savoir qui pourrait être affecté. La distance résiduelle est divisée par la vitesse de déplacement la plus probable prévue. Ça encore là, ça prend des anciennes photos, des anciennes lignes de côte, une analyse et essayer de prévoir ça va être quoi le taux de déplacement le plus probable à l'avenir. On a beaucoup d'études, donc ça pour le bassin Laurent, Gaspésie, Côte-Nord et la Madeleine, on est capable de déterminer c'est quoi la période passée qui correspond le mieux à la période future d'érosion. Pour Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale, on n'a pas pu faire ça, on n'avait pas assez de données. On ne veut pas jouer avec une boule de cristal. Donc, on n'a pas fait cette prévision future pour ces régions-là pour le moment. Mais pour l'Est, on a pu faire ça. Donc, ce que ça nous donne, c'est des cartes avec des points de couleur, comme ils nous disent dans les municipalités. Donc, on a des petits points pour les bâtiments, des lignes pour les routes. Ici, on est à Rimouski, à Pointe-au-Père, il n'y a pas de chemin de fer, mais on pourrait rajouter le chemin de fer. Et on a des classes de dates, qu'est-ce qui est actuellement exposé. Donc, comme je mentionnais, qu'est-ce qui pourrait être affecté par une tempête. Et après, des dates jusqu'à 2099. Donc, ça ne veut pas dire que si on est actuellement exposé, ça va survenir demain matin. Ça se peut qu'il y ait un enrochement. Si vous remettez un enrochement toutes les années en place, ça se peut que finalement l'érosion ne se rende jamais à l'infrastructure. Là, on parle d'exposition potentielle. C'est vraiment, faut faire attention. C'est pas non plus parce que c'est écrit 2050, 2059 que c'est sûr qu'en 2060, vous êtes tombé dans l'eau. Ça se peut que ça arrive plus vite. Ça se peut que ça arrive moins vite. Là. C'est un ordre de grandeur. On peut pas c'est ça, c'est pas, c'est de la nature, là, ça arrive pas toujours exactement quand on le prévoit, mais ça donne une idée. Donc, on a analysé pour 30 000 bâtiments, près de 1400 km de route et 170 km de voies ferrées. Les MRC d'Avignon, Bonaventure et les îles avaient déjà eu leur projet. Puis là, on s'attarde sur les autres MRC. Ce que ça donne comme résultat, c'est un nombre de bâtiments. On a la valeur des bâtiments avec le rôle d'évaluation foncière. On ne s'en sert pas dans ce cadre-là. Pour nous, une maison, c'est une maison, qu'elle vaille 100 ou 500 000, c'est une résidence. Donc, l'information pourrait être disponible, mais là, on ne l'a pas calculé. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que 86% des bâtiments exposés
ou qui vont le devenir d'ici 2099 sont résidentiels. Donc, ça varie, il y a d'autres choses, mais principalement, on a affaire à des résidences. On a aussi des longueurs de route, donc plus de 100 km déjà actuellement. Ça va en continuer à monter. Puis pareil pour les voies ferrées, on en a déjà beaucoup actuellement, principalement évidemment en Gaspésie, là, le chemin de fer est très proche. 5 minutes, Suzanne. Ouais. Le deuxième élément qu'on a mis en œuvre, c'est un indice de vulnérabilité. C'est pour aller plus loin, plus complet que l'exposition, pour comprendre le territoire plus en profondeur. Ça avait été demandé par plusieurs personnes. Comme c'est mis en œuvre d'un nouvel indice et que c'est beaucoup plus complet, on n'a pas pu le faire pour tout le Québec. On l'a fait pour 8 sites témoins. Donc, on travaille par secteur, chaque secteur de 500 mètres avec une profondeur de secteur dépendamment des prévisions d'érosion. Comme on a déjà les prévisions d'érosion, on peut se permettre des secteurs variables. Donc, quelle serait la profondeur d'érosion dépendamment de la date. On utilise 12 paramètres liés aux enjeux, que ce soit humains, socio-économiques ou environnementaux, et 10 paramètres liés à l'adaptation. On a réussi à faire pondérer ces paramètres par les gestionnaires des municipalités, des MRC et des ministères. En pleine pandémie, via Zoom, ça a plus ou moins répondu. On a eu une quarantaine de réponses. On aurait aimé avoir plus en allant les rencontrer, mais on était confinés chez nous. Ça nous donne une matrice de vulnérabilité dépendamment du niveau d'enjeu et du niveau d'adaptation. Et ça nous permet sur un secteur de voir c'est quoi les indices de vulnérabilité, de très faible à très fort. La manière dont on a monté l'indice, c'est sur 8 sites, mais on a inclus toutes les potentialités de l'Est du Québec. Donc, comme l'autoroute, il n'y en a pas sur nos sites, mais dans les pondérations puis l'adaptation des paramètres, c'est inclus, c'est pour permettre de comparer. Donc, ça permet de manière quantitative de voir c'est quoi les secteurs qui seraient les plus à prioriser. Donc, actuellement, parce qu'on l'a fait pour 2020 et aussi en 2070, parce qu'on a fait un indice prospectif. C'est l'aléa qu'on a fait varier, pas les paramètres humains et économiques, parce qu'on n'avait pas cette connaissance-là. Mais ça me permet de voir, à cause de l'érosion, qu'est-ce qui pourrait devenir plus vulnérable à l'avenir. Donc, un des exemples, ça se situe à la Romaine. Ça, c'est un extrait de la maîtrise de Clara Pelletier-Boily. Elle l'a fait sur des communautés de la Basse-Côte. Là, c'est Ounamen-Chipou, en Basse-Côte-Nord. C'est le site avec la vulnérabilité la plus élevée qu'on avait, c'est Romaine 10. Et ce secteur-là était très, très problématique. Couper la communauté en deux, couper l'accès. Donc, la route, c'est pas justement une route, c'est la seule route. Donc, l'accès est coupé vers les pompiers, vers l'hôpital, vers le centre de santé là, local. Donc, ça, c'était très problématique. Qu'est-ce qu'il nous dit que notre indice, il n'est pas de tirer de nulle part. C'est que finalement, entre le moment où on l'a calculé et le maintenant, si vous allez voir, ça ressemblera plus à ça. Ça a été enroché complètement. Il y avait trop de craintes et trop de potentiel de danger. Donc, l'intégralité du secteur a été enrochée afin de protéger ce lien vital entre les deux parties de la communauté, la partie gauche et la partie droite. On a fait de l'accompagnement. Donc, ça nous permet, nous, de rester connectés. Ça permet d'aider le monde. Il y a beaucoup de monde qui ont appelé au bureau, qui ont envoyé des courriels pour avoir de l'information. Donc, les orienter vers les bonnes choses, c'est très important. Je disais qu'on avait fait des ateliers au tout début pour savoir ce dont les gens avaient besoin. On a essayé de faire des ateliers à mi-projet. On a été capable d'en faire dans 9 MRC, mais par la suite, ça a été annulé avec le COVID. Et on a fait 12 ateliers à la fin. Pas juste pour que les gens aient besoin de lire les rapports, mais pour qu'on leur apporte ces outils-là, pour qu'on leur explique en 3 heures sur Zoom comment les utiliser, comment ils peuvent s'en servir, etc. On a fait des portraits diagnostiques. Ça, c'est comme réutiliser tout ce qu'on avait dans le projet pour leur montrer comment faire, pour mettre en lien et comment ces secteurs-là pourraient être gérés. On avait fait ça avec aussi sécurité publique, transport et environnement. Donc ça, c'est des outils très complexes. C'est comment agréger toutes nos données. Donc, il y en a 16 qui ont été réalisés et remis à ces communautés-là. Un élément majeur, c'est la plateforme de diffusion de transfert de connaissances, le CIGEC Web. Ça a été créé par la compagnie Cartovista. D'un point de vue technique, c'est une compagnie de Gatineau, financée par le ministère de l'Environnement dans le cadre de résilience, mais aussi par Sécurité publique dans le cadre de plusieurs projets. Donc, c'est quand même une plateforme dont on est très fiers au laboratoire. Vous pouvez aller la consulter si vous voulez, il n'y a pas de problème. Il y a des données qui sont accessibles à tous. Il y a des cartes thématiques parce que ça permet aux gens de consulter les données. Nous, on est certain que c'est toujours les données les plus à jour. Si moi, je repère une erreur, je la corrige. Je n'ai pas besoin de rappeler mes 123 municipalités, communautés autochtones, etc. Je corrige, puis la carte est mise à jour en temps réel. Et aussi, les petites communautés ont des problèmes avec les SIG.
en fait, ils n'ont pas de problème, c'est juste qu'ils n'ont pas de personnel qui sont capables de gérer les SIG. Donc, pour eux, c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à ces données-là. Envoyer un shapefile, envoyer une GDB, c'est pas quelque chose de réaliste. Donc là, c'est très facile. Le gestionnaire, même s'il n'a pas de connaissances, l'employé peut aller voir et aller zoomer dans les secteurs, avoir accès aux données. Il y a différentes thématiques qui peuvent être faites, déjà réalisées. Donc, les légendes sont déjà faites. C'est facile d'accès, c'est interactif. Donc, c'est vraiment pratique. On peut rajouter nos données. Comme je parlais de photos prises en hélicoptère tantôt, ben, en cliquant sur les points, vous avez accès aux photos prises en hélicoptère de la côte. Ils peuvent les consulter eux aussi. C'est assez facile. Donc, il y a des données en accès libre. Quand je dis vous pouvez aller voir, tout le monde peut aller voir. Certaines données sont en accès libre, d'autres en accès restreint, dépendamment des conditions et de sécurité, dépendamment des critères qu'on a créé les données, quand on a recueilli les données, et aussi dépendamment des publications qui sont en cours en ce moment. On a fait des tableaux de bord. On disait, ah, ben, c'est quoi les statistiques, c'est quoi les bâtiments exposés, c'est quoi qui va être problématique? Ben, chacun pourrait avoir son territoire, mais 123 tableaux en annexe pour toutes les municipalités, pour les communautés autochtones, pour chaque baie, pour chaque petit secteur, ça fait beaucoup, c'est pas possible à gérer. Donc, les gens le créent de manière interactive, décident quel territoire ils veulent, ici les Basques, et les statistiques vont sortir. Ici, on a pareil pour les types de côtes, on va avoir les statistiques pour le territoire qui nous intéresse. Ça va être créé en direct des statistiques, des graphiques qu'on a préprogrammés pour le territoire qui intéresse les gens. Donc, les gestionnaires, un portrait, une demande du maire, quelque chose de rapide, on fait sortir la statistique, on a l'information pour le secteur que nous, on a besoin. Ils sont en accès restreint, sont pour les partenaires des municipalités, des Premières Nations, des MRC, plusieurs ministères aussi. Donc, ça leur permet vraiment d'avoir cette information-là. Donc, je vous remercie de votre attention, puis est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup, Suzanne. On a un peu de temps pour des questions, certainement 3 minutes. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Oui, Alexandre. Merci pour la présentation. Je me demandais, est-ce qu'il y a des MRC ou des municipalités qui ont produit déjà des documents ou des rapports ou d'autres fiches à partir de vos données qui seraient consultables? Oui. C'est sûr que là, le projet, je ne l'ai pas mentionné, il a commencé en 2017, il a fini en décembre 2021. Donc, on a rendu disponibles les informations au cours de l'automne avec nos ateliers. Je sais que les MRC de Chaudière-Appalaches sont en train de produire leur PRMHH. Ils nous ont dit qu'ils avaient utilisé nos statistiques. Mais je sais pas si leur rapport est déjà public ou si c'est comme dans le rapport, mais qui n'est pas public aussi. La MRC de la Métis, la MRC de Rimouski-Neigette aussi s'en sert pour le PRMHH, pour leur schéma d'aménagement. Mais là, il y a toujours un délai entre ils s'en servent et après, de leur côté, ça passe par leurs autorités et ça finit par être rendu public. Donc là, je sais pas, moi, j'ai pas de documents qui sont rendus connaissance de documents qui sont maintenant publics, qui ont nos données à l'intérieur. Je sais qu'ils travaillent avec, par contre. Merci. Merci, Alexandre. Merci, Suzanne. On a encore un peu de temps. Moi, j'ai peut-être une suggestion de Suzanne. Est-ce que ce serait possible de mettre dans le fil de discussion le lien Internet pour avoir accès à la plateforme? À moins que ce soit ce qu'on voit ici là, à l'écran, mais ce serait intéressant d'aller le voir. Non, ça, c'est pour avoir accès aux différents rapports et aux différentes... tous les rapports et la synthèse qu'on a produite, mais la plateforme CIGEC, oui, je vais le mettre dans le fil de discussion, puis ça vous permet d'aller voir. Je sais qu'on a partagé des photos obliques avec beaucoup de monde. Ces photos obliques-là ben, servent pour l'érosion, quand nous, on travaille sur l'érosion, mais elles peuvent servir pour tout ce qui est biologique, pour les embouchures de cours d'eau aussi. Elles peuvent servir pour beaucoup de choses, puis il y en a quand même plusieurs séries. Là. On a réussi à en faire une en 2010, 2017, 2021. Donc, on peut voir des fois l'évolution aussi avec ces photos-là. Oui, parce que c'est un travail colossal, puis la plateforme est assez impressionnante avec la quantité de données. Ce qui a été présenté hier pour le PRI, c'est un peu les balbutiements de ce genre de résultats-là, éventuellement. Mais j'étais assez surpris de voir les maisons en rouge, puis Est-ce que ça, c'est des données qui ne sont pas accessibles, j'imagine, à tout le monde? C'est des données qui sont en accès restreint, effectivement, sur demande de plusieurs ministères. Les données avec date d'exposition des bâtiments, c'est pas qu'on ne veut pas jamais les présenter aux citoyens, mais il y a des craintes de présenter une carte que quelqu'un ne comprenne pas le côté potentiel puis puisse prendre peur et s'inquiéter. On ne veut pas non plus inquiéter le monde indûment. Donc, oui, cette carte-là est en accès restreint, mais dans les municipalités,
pour eux, c'est un outil important. Quelqu'un qui vient demander de faire lever un chalet pour mettre un solage, si la maison est rouge, peut-être qu'on va en profiter pour lui dire, ben, tu veux-tu reculer ton chalet en même temps que tu mets un solage? Ça va être bénéfique pour tout le monde. Donc, pour les gestionnaires localement, c'est vraiment important qu'ils aient cet accès-là. Pour le moment, il nécessite un mot de passe. Et donc, le citoyen ou la citoyenne y aurait accès, mais au moment où il fait des demandes particulières, c'est ça? Oui, oui, le gestionnaire a le droit d'en parler à son citoyen, il a le droit de dire, ben, t'es proche, etc. Puis, justement, leur expliquer c'est quoi les données qui viennent avec, là. Ils peuvent en parler, comment en parler, mais il ne peut pas aller consulter ça tout seul chez lui, puis se mettre à angoisser parce que là, il voit qu'en 2030, il va tomber dans l'eau, là. Donc, c'est la différence, là. Il peut savoir, mais il ne peut pas y aller tout seul parce qu'il n'a pas l'accès. Parfait. Merci, Suzanne. À moins qu'il y ait un dernier commentaire, question, une petite minute. Sinon, ça va. Je te remercie, Suzanne, pour un travail un colossal résumé en 20 minutes. C'est pas facile. Merci. On va passer à la troisième présentation de ce deuxième bloc du